C'est en gare de Virton que l'on démarre cette dernière étape de la balade de l'été. Et c'est sous le soleil que nous prenons la direction d'Orval. Pour cette dernière étape, nous découvrirons le magnifique village de Torgny et son vignoble du Poirier du Loup. Découverte également du château de Montquintin avant notre arrivée à l'abbaye d'Orval. Viens Jimmy. Salut Fabienne. Salut Antoine. Ça va? Et toi? Ouais, hein. Prête pour la dernière? Le dernier rendez-vous de l'été. Ouais. Deuxième rando en Lorraine. T'es prêt? Bah oui, clairement. Alors la rando de ce jour, c'est normalement Virton-Florenville, mais c'est quand même 52 km et 1000 mètres de positif. Donc moi ce que je te propose, si t'es ok, c'est de terminer à Orval. Voilà, au soleil, une table au soleil à Orval, c'est pas mal pour terminer. C'est pas mal, et puis Orval, lieu emblématique de la province et de la Gaume évidemment. Exactement. Eh ben je te suis alors. Allez, super. C'est parti, viens Jimmy. On arrive au village de Torgny. Oui, le petit village de Torgny. Mais avant d'y arriver, je te propose de profiter de cette belle allée de tilleuls qui nous fait un lieu majestueux comme ça devant cette chapelle qui a été édifiée au lendemain de la peste en 1636 et puis qui a été un lieu pas de pèlerinage, enfin si certainement aussi comme toutes les chapelles, mais qui a été aussi un lieu d'ermitage puisque la présence d'ermites est attestée depuis 1700 et quelques. Et je pense qu'il y a eu une ermite encore ici récemment. Donc moi ça m'intéresse d'aller jeter un œil quand même dans cette chapelle. Très bonne idée. Toujours intéressant. Ah ben regarde, classé. Classé, hein, ouais. Ouais, il y a des ex-voto aussi. Ouais. C'est vrai que ça valait la peine. Et ça, c'est une photo de l'ermite, justement. Ah oui, de cette ermite qui a vécu jusqu'à... C'était une sœur, visiblement. Oui, qui a vécu jusqu'à 100 ans. Hein. Marguerite Raïr. Mais ah oui. Voilà. Sœur Marie-Bernard. On a vraiment l'impression d'être en Provence en traversant Torgny. Ici, c'est terrible. C'est magnifique. Écoute, on s'assied 2 minutes, s'il te plaît. Une excellente idée. Je boirais bien un petit coup. Regarde ça avec le portique. C'est magnifique. Et donc, village classé, Torgny? Oui, hein, Torgny est un village classé. Enfin, classé, non. Repris au patrimoine des plus beaux villages de Wallonie, c'est ça. Ok. Certains bâtiments sont classés, effectivement, comme la chapelle qu'on a vue. Il y a une ferme qui est enduite de rose, qui est un peu plus bas, qui est classée. Il y a un lavoir aussi. Ah ouais. Oui, mais en fait, Torgny, c'est
le plus méditerranéen de nos villages. On est dans l'extrême sud du pays. Quand tu vois la chaleur de ces pierres, ces grès calcaires jaunes comme ça, qui contrastent tout à fait finalement avec le gris froid ardennais qu'on a vu jusqu'à présent. Ça contraste tout à fait. On n'a pas du tout l'impression d'être en Belgique. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une autre activité qui rappelle un petit peu la Provence, dans le village. Ah oui, ça c'est sûr. Nous allons passer à côté du vignoble du Poirier du Loup et on pourrait s'y arrêter pour prendre un petit peu l'état de la vigne, voir un peu comment elle se porte. J'y suis allée il y a 30 ans faire un stage, donc l'occasion d'y retourner effectivement. Parfait, je te suis alors. Allez alors, go. Allez Jimmy, on y va. Juste avant que la voiture passe. Bonjour Michel. Bonjour. On vient t'interrompre en plein travail là. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc on travaille le palissage de la vigne, enfin des sarments. Donc c'est l'époque maintenant, en juin, où les sarments poussent beaucoup et il faut les guider pour les maintenir dans les fils de palissage pour qu'ils restent accrochés jusqu'aux vendanges. Alors en se le disant, passant dans Torgny avec Fabienne, il y a un air de Provence ici et les vignes ne font qu'accentuer cette impression. Ça fait combien de temps qu'il existe ce vignoble du Poirier du Loup? Celui-ci, il a été planté en 1990 pour une partie et 91. Donc la parcelle ici au-dessus, elle a été plantée là. Et donc on a planté d'autres parcelles en 2006, en 2008 et en 2021. Ok. Donc en tout, le vignoble fait 2,20 hectares. Et donc plus ou moins 11 000 cèpes. D'accord. Et quelle quantité de vin vous êtes capable de produire par année et quel type de vin finalement? Donc les vins les quantités qu'on peut produire par année, c'est très variable d'une année sur l'autre parce qu'on est quand même dans un climat assez changeant. Si on regarde, on a à peu près 2 années sur 3 qui sont convenables et une année qui est souvent médiocre en moyenne. Et donc on produit actuellement entre 7 et 9 000 bouteilles de moyenne lissée par an. D'accord. La Gaume est un terrain propice à ce type d'activité? Je pense. Le sol est propice puisque c'est des anciens fonds marins et qui sont assez riches en minéraux et tout ça. On a une terre argilo-calcaire et le climat est propice quand on a des périodes ensoleillées. Et donc ici, ce qu'il y a souvent quand même ici à Torgny, vu l'endroit où on est, quand il y a des pluies, souvent après ça ressèche assez vite. C'est ça. Oui. Et les vins que vous produisez, comment vous pourriez les décrire? Donc la principale production qu'on fait ici, ce sont des vins de méthode traditionnelle, donc type méthode champenoise. Et on produit aussi du ratafia. Donc actuellement, on est en train de revoir pour produire des vins classiques, mais depuis une douzaine d'années, on ne produisait plus que des créments et des ratafias. Donc comme on a une dynamique associative dans notre vignoble, il y a le côté convivial, relationnel entre les gens et créer quelque chose ensemble. Donc c'est ça aussi, et faire vivre la viticulture locale. C'est ça. En tout cas, c'est une belle découverte, Fabienne, sur notre itinéraire. Merci Michel de nous avoir reçus. On va te laisser reprendre ton travail. Merci. Et nous, on repart vers la Morteau, c'est ça? Ça va bien. À bientôt Michel, oui. Merci. Au revoir.
Tiens Jimmy. Intéressant cette petite visite du vignoble du Poirier du Loup. Oui, et moi je te propose de visiter la réserve Raymond Ménet ici. Ici? Oui, entre, s'il te plaît. C'est agréable comme endroit. Oui, en fait c'est une des premières réserves naturelles qui a été créée. Devine en quelle année? Ça me pose une colle là. 1942, on est en plein conflit, Deuxième Guerre mondiale, et il y a une personne qui découvre ici même une espèce assez rare qui est la cigale, côté méditerranéen, et il décide d'en faire une réserve naturelle. Donc il y a 6 hectares ici qui sont dédiés à la préservation de l'environnement. C'est géré par Ardennegome. Je pense même que c'est une propriété privée, propriété d'Ardennegome, il faudrait regarder sur le panneau. Mais donc voilà, c'est une pelouse calcaire donc, qui se caractérise par une végétation assez rase et où on y retrouve des espèces très méditerranéennes, hein, le thym, le serpolet, du lin, petites feuilles, et alors toutes sortes de petits animaux, des lézards, des sauterelles et même la fameuse menthe religieuse. Je ne sais pas si tu vois, celle qui, lors de l'accouplement, bouffe la tête de son compagnon et qu'il meurt. Tu savais cette histoire? Ah non, celle-là, je ne sais. Donc on trouve de la menthe religieuse ici aussi. Mais moi je trouve ça extraordinaire, quoi, que, allez, tu es en plein conflit mondial et il y a quelqu'un qui décide de créer une réserve naturelle, première réserve naturelle en Belgique, c'est celle-ci à Torgny, c'est magnifique. Et la cigale, on peut encore l'observer ici? Ah, je pense que oui. Ah ouais? Je suppose, moi je ne fais pas partie des... On va tendre l'oreille. Hein. Oui. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le beau village de Montquintin, aux abords de son château. Oui. C'est un château qui remonte à l'époque des comtes de Chiny, c'est ça? Ah oui, oui, parce que on n'a pas d'archives, pas beaucoup d'archives là-dessus, mais on sait que vers 1025, le comte de Chiny a construit une tour ici sur le site, profitant de la butte qui était on voyait très loin. Et puis c'est la frontière du comté de Chiny, avec Montmédy tout près. Mais Montmédy n'est pas encore capitale du comté de Chiny à l'époque. D'accord. C'est beaucoup plus tard qu'il deviendra capitale du comté de Chiny. Donc c'était un endroit stratégique tout d'abord. Exactement. Et vers le 15e, 16e siècle, eh bien, il y aura le seigneur de ville qui va construire des tours, qui va construire une muraille autour, qui va faire des fossés d'un certain côté, et là ça va devenir vraiment très important. La défense du village, ça vient aussi de l'église. Donc l'église avait aussi des vertus défensive à une époque. Ah oui, bien sûr, et la tour de l'église était aussi un lieu où les gens tournés pouvaient se réfugier. D'accord. Le château, au-delà du 15-16e siècle, quelle était son évolution? Ça n'a pas beaucoup changé, sauf ce que vous voyez maintenant dans le fond de la vue là. Ce n'est pas un château en réalité, c'est la résidence de Monseigneur de Hontheim. Nikolaus von Hontheim, qui est un évêque allemand, qui a des problèmes avec le pape parce qu'il a rédigé des cahiers et des bouquins qui contestent l'autorité du pape. Et il va se faire mettre à l'index. Et il faudra des années pour que le pape sache qui a écrit, parce qu'il est écrit sous le nom Justinius, ou Justinus Febronius. Et on ne sait pas qui c'est.
Et malheureusement, l'éditeur va vendre la mèche, alors ce sera la catastrophe. Et Monseigneur Downtime va se rétracter, si on veut. Et il mourra, donc il est arrivé ici en 1760 et il mourra en 1790 dans l'église. Il s'effondrera en célébrant la messe. D'accord. Pour ça qu'on a une partie qui semble un peu plus contemporaine. Exactement, voilà. Ok. Oui. Alors ici, c'est en état de ruine, on peut le dire. C'est quand même en restauration, c'est ça? C'est mais 15 jours par an. Hein. Ah oui, d'accord. C'est beaucoup. Mais c'est classé, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Parce que dans les années 86, je crois, le château était propriété d'une famille à Couvreux. Quelques années plus tard, le musée Gaumet va le racheter. Et puis malheureusement, le musée Gaumet, ce n'est pas son rôle. Alors ils vont le revendre à la commune. Et en 1995, la commune va le mettre en bail amphithéotique à Didier Culot. D'accord. Donc qui est en charge des restaurations régulièrement. Voilà. On va profiter en tout cas de la situation stratégique du château pour profiter de la vue et pour reprendre notre balade. Merci Bernard de nous avoir reçus en tout cas. Ça va, on poursuit. Bonne journée. Merci également. Bien Jamie. On est sur la place du Tilleul ici à Gérouville. Oui. C'est le Tilleul? C'est en tous les cas ce que l'on appelle le tilleul de la place de Gérouville, mais en fait c'est un orme. Ok. Alors il faut savoir, si tu regardes là aux alentours, c'est rempli de tilleuls, bien qu'il y ait un marronnier ici au-dessus. Ouais. Mais en fait, les habitants de Gérouville au XIIIe siècle ont été invités à élire leur premier corps administratif, leur premier collège en quelque sorte. Et donc, pour commémorer finalement leur indépendance, ils ont décidé de planter un orme à chaque coin de cette belle place. Le dernier orme est tombé en 1870 par là. Et un sénateur de Bruxelles, devant la circonférence de l'arbre, il est immense, l'a acheté et en a creusé. Donc si on va de l'autre côté, tu verras, il y a un banc pour pouvoir s'asseoir à 6 personnes. Donc rentrer dans le tronc. On peut rentrer dans le tronc, donc il l'a fait creuser, il l'a expatrié à Bruxelles, il s'en est servi sans doute à des fins privées. Et puis 50 ans après, il l'a rendu à la commune de Gérouville qui a décidé de le remettre à sa place initiale, parce que c'est la place du Tilleul. Et donc il y a souvent une confusion alors. Voilà, et alors si tu regardes, ils l'ont chapeauté comme ça d'un toit de chaume. Mais donc oui, effectivement, en fait on dit le Tilleul parce qu'il est sur la place du Tilleul, mais c'est un orme.
c'est magnifique. Hein. Bonjour Véronique. Bonjour et bienvenue. Merci. Bienvenue dans l'abbaye d'Orval. Merci de nous accueillir allez ici. bien? Très bien, on termine notre balade. Ah ben c'est bien. Endroit emblématique Ah évidemment. ben tout à fait, il ne faut pas le louper. Tout à fait. On va te suivre dans cette visite alors. Volontiers, mais il y a un petit détail. Le chien doit rester à l'extérieur. Exactement. Ça va, pas de souci. Allez, on revient dans quelques instants, Jenny. Allez, tantôt. On te suit, Véronique. Voilà, ça merci. Voilà. Alors donc en fait, moi ce que je vous propose, c'est de découvrir ce site qui est exceptionnel. Et pourquoi le site est exceptionnel? Vous avez une petite idée? Parce qu'on y fait de la bière. Oh, peut-être, mais c'est pas tellement ça qui est le plus C'est un exceptionnel. petit peu trop tôt pour penser à la bière. C'est son histoire. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais ici, il n'y a pas eu seulement une seule abbaye, pas seulement deux, mais trois. Trois abbayes au même endroit. C'est pas banal, avouez. En effet. Voilà, et donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça en Belgique. Je pense même que c'est le seul en Belgique où il y a eu trois abbayes sur un même site. Et donc ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu son histoire. Et pour commencer, eh bien, on va se rendre à l'endroit où tout a commencé, près de la fontaine Mathilde. Venez. D'accord. Voilà, on va aller se placer près de la fontaine. En même temps, on va regarder le pignon du bâtiment parce que ça nous raconte déjà toute la légende. Vous voyez qu'on a un dessin qui a été réalisé par Jean-Claude Servet et vous voyez que nous avons une femme qui est représentée ainsi qu'une petite chapelle. Alors cette femme, devinez qui c'est? Mathilde de Toscane. Voilà, Mathilde de Toscane. Hein. Et donc Mathilde était un personnage excessivement important qui a vécu au XIe siècle. Et pour vous dire son importance, elle est quand même mariée à Godefroy le Bossu. Qui est Godefroy le Bossu? Godefroy de Bouillon. C'est l'oncle de Godefroy de Bouillon. Bon. Voilà. Et donc, effectivement, en fait, Godefroy le Bossu va mourir assassiné. Et on raconte que suite à son veuvage, Mathilde se retire dans le comté de Chigny, qui somme toute mitoyen avec le duché de Bouillon. Et elle vient ici, pourquoi? Il n'y a pas du tout d'abbaye, il n'y a qu'une petite chapelle qui est d'ailleurs représentée sur le dessin. Et elle vient tout simplement pour se recueillir, pour penser un peu à son défunt mari. Et c'est une journée où il fait très chaud, exactement comme aujourd'hui. Et alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut se rafraîchir. Et comment on fait pour se rafraîchir? Eh bien on met sa main dans l'eau. Et au contact de l'eau froide, eh bien son alliance glisse de son doigt et tombe dans l'eau. Alors Mathilde, elle cherche son alliance, elle ne la trouve pas. Et on raconte qu'elle a commencé à prier. Et il faut croire que ces prières ont été entendues parce qu'à un certain moment, et comme vous le voyez, nous avons une truite qui apparaît portant l'anneau de Mathilde. Alors Mathilde, elle prend délicatement l'anneau de la bouche de la truite et elle se serait écriée « Oh, ici, c'est un Val d'or !» Et lorsqu'on inverse ces syllabes, ça nous donne Orval, d'où est née la légende d'Orval. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit un Orval et pas une Orval. Sachez que, en fait, ce qui va se passer, c'est que, donc, par son intermédiaire, les comtes de Chigny vont octroyer des terres pour que l'on puisse construire une abbaye. Et donc, en 1132, cette première abbaye va être construite ici, quoi. Donc celle dont on découvre les ruines ici Celle dont on alors. découvre les ruines ici. Voilà, donc on va avancer, on va aller vers l'abbatiale. Celle du XIIe siècle. On peut voir les chapiteaux aussi qui sont quand même très joliment ornés avec des grappes de raisin. Et vous voyez qu'on a refait des travaux d'ailleurs dans l'abbatiale, puisque un des premiers travaux qui a été fait ici, c'était de restabiliser les piliers, enfin les colonnes, donc si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui montent aussi dessus et donc forcément ça les détériore petit à petit. Et puis on veut stabiliser tous les murs en renettoyant, parce que la végétation a toujours tendance à revenir, mais forcément à la limite ça décèle un petit peu les pierres, quoi. Et ici on est sur le site originel? Tout à fait, D'accord. tout à fait. Alors là, on a cette fameuse rosace
qui est quand même souvent symbolisé sur les photos d'Orval. Donc on a vraiment une ancienne façade qui date de plus de 800 ans, avec une rosace, des fenêtres de style roman, et nous avons l'emplacement d'une porte. Et cette porte est ce qu'on appelle la porte des morts. Pourquoi la porte des morts? Parce que quand un moine décède, après la cérémonie des funérailles, on passait par là pour l'enterrer dans le cimetière de la communauté. Alors là, on va découvrir une salle exceptionnelle, qui est la salle Christian Jacquard. Alors c'est une salle qui a été réalisée en 2020 à la demande de la communauté, qui voulait offrir une salle qui soit propice à la méditation pour les touristes. Mais moi, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est quand on regarde dans les renfoncements de la salle, on dirait qu'il y a une procession de personnes. Et je trouve ça absolument super comme symbolique parce que c'est comme s'ils se suivaient pour aller vers le dessus de la salle et on est juste en dessous du chœur de l'abbatiale. Et donc on a une acoustique aussi tout à fait particulière dans cette salle qui est due aux voûtes qui forment une ellipse. Et on va faire un petit test. Vous allez aller tous les deux dans le coin comme si vous étiez punis. Vous allez dans le coin là-bas et vous regardez le coin et vous dans le coin là-bas. Vraiment dans le coin. Et là, tu commences à chuchoter, vous parlez entre vous en chuchotant. Est-ce que Fabienne veut boire un Orval? Oh, je serais ravie d'en boire un, je meurs de Alors nous, ici au centre, on n'entend pas. Et vous, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Et c'est le fait que la voûte forme une ellipse parfaite. C'est comme si on parlait l'un à côté de l'autre. Tout à fait. C'est comme si vous aviez des casques. C'est génial. Rien que ça. Moi, je trouve cette salle, c'est incroyable, quoi. Au niveau donc de la lumière de cette salle, de la symbolique, de l'acoustique, c'est vraiment génial. Ça fait du bien de s'arrêter. Oui, Tu sais déjà ce que tu vas prendre? à ton avis. Ça va, Tu me l'as susurré tout à l'heure. Tu ne prendrais pas un Orval? un Orval, mais un Orval vert ici. L'Orval qui est bu par les moines en fait, et qu'on ne trouve pas dans le commerce, qu'on ne trouve qu'à l'abbaye ou alors ici, à D'accord. l'Ange Gardien. Donc on va déguster ça et c'est servi à la pression. Merci. Merci bien. S'il vous plaît. Merci. Merci. La croûte orange, c'est le gel, la croûte délavée à la bière et le petit sans croûte, le vieillot. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Et voilà Fabienne, c'est avec cet Orval vert donc que nous allons conclure ces balades de l'été. Merci à toi en tout cas de nous Avec un avoir grand plaisir. fait découvrir tout ça. J'espère que tu as pris autant de plaisir que nous. Ah oui, et terminer par la visite ici, c'était magnifique. Voilà, on termine sur une superbe note. Merci à toi, Merci, merci à vous. merci À Antoine. très bientôt. Au revoir. Et santé. Elle est bonne. N'est-ce pas? Elle est très bonne. Ça, tu pourras te dire que tu consommes comme un moine.